La fin de cette bataille coïncide avec le dernier souffle de la saison sèche. Le Zambèze retient son souffle en attendant le grondement du tonnerre. Les premières pluies arrivent pour laver les cicatrices de la terre et ouvrir une ère nouvelle de renaissance dans la brousse. Un nouvel ordre se dresse sur les cendres. La vie renaît une fois de plus forte et fière. Une fois par an, le continent noir tremble sous l'un des plus grands voyages de la planète. Le peuple Maasai l'appelle le battement de cœur de la terre-mère. Un cycle éternel de vie et de mort. 1,5 million de gnous bleus, 300 000 zèbres, 400 000 gazelles. Au cœur de ce tourbillon migratoire naît une alliance étrange entre le zèbre et le gnou bleu. Ils ne partagent pas le même sang, mais ils partagent un même serment, survivre un jour de plus. Ce système de sécurité repose sur de véritables spécialistes. Le gnou bleu possède un flair capable de sentir la mort à des distances inimaginables et perçoit les vibrations sismiques de l'œil ou des pas des prédateurs à l'horizon. Mais son cou court et sa vision, entravée par ses congénères, sont des faiblesses qui peuvent lui coûter la vie. C'est alors que le zèbre, ce géant de 400 kg, endosse le rôle de sentinelle. Ses yeux balaient un arc de 350 degrés, ne laissant qu'un seul angle mort dans son dos. Il reste en alerte face au moindre mouvement inhabituel, même dans la pénombre de l'aube. Un martèlement de sabots, un aboiement d'alarme, et toute la savane retient son souffle. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas une société compatissante. Une fois que l'ennemi a son repas, les autres sont sauvés par pur hasard. Aider un individu d'une autre espèce est un luxe que personne ne peut se permettre. Cette indifférence calculée reste la stratégie la plus pragmatique pour assurer sa propre descendance. Dans la grande migration, la bonté est un luxe qui n'existe tout simplement pas. Et qu'on ne croit pas non plus que le zèbre soit une créature paisible. Le stress de milliers de kilomètres de voyage et la faim accumulée en font un animal irritable et dangereux. En plein chaos, il est capable d'écraser tout obstacle sur son passage, y compris les petites d'autres espèces. Mais malgré sa ruade capable de développer 1000 kilos de force, le zèbre sait très exactement quelle est sa place. Quand l'obscurité tombe, la peur prend le contrôle. Dans les fourrés épais, l'armée de chasseurs, la plus redoutable, prend déjà position
guettant le moindre relâchement. Mais cette fois, la cible n'est pas les rayures noires et blanches. Le cercle se referme autour d'un buffle solitaire, une masse noire et mortelle qui résiste seule au cœur du siège de la mort. Dans ce monde, le nombre décide de tout. Rassemblé en troupeau, le buffle africain devient une forteresse d'acier de 900 kg qui balaie la savane. Aucun lion sensé ne s'attaquerait à un tel bataillon. Mais la mort noire a le tempérament d'un détonateur. Le moindre signe d'intrusion peut déclencher un massacre dévastateur. C'est un jeu de psychologie et de pouvoir. Celui qui contrôle l'espace contrôle la vie. Quand le bloc d'acier laisse apparaître une faille, quand un individu se sépare du cercle protecteur, l'occasion naît. Un buffle adulte pèse 5 fois le poids d'une lionne. En théorie, c'est un combat impossible. Mais le lion le sait. Il ne mise jamais sa vie sur le hasard. La stratégie reste sa seule arme véritable. Dix Lions, coordonnées comme une unité d'élite des forces spéciales. Elles n'ont pas besoin d'être plus fortes en muscles. Elles ont seulement besoin d'être plus tenaces. Soudain, le festin est interrompu. La contre-attaque totale explose. Tandis que d'autres silhouettes noires encerclent les lionnes, celles-ci reculent peu à peu. Mais un jeune lion mâle décide de rester. Pour devenir le roi de la savane, il lui faut bien plus que les restes des femelles. Il lui faut le courage de regarder la mort droit dans les yeux. Il maintient sa prise jusqu'à la dernière seconde, défiant une armée colossale. Les études de terrain montrent que les lions mâles affichent une agressivité individuelle bien plus marquée face au buffle du Cap. Ce moment devient un entraînement psychologique d'une brutalité totale. Un roi ne naît pas. Il se forge dans les affrontements les plus inégaux. La bataille entre le lion et le bufflet est un cycle éternel de vengeance et de survie. Mais même après avoir repoussé son ennemi ancestral, la harde de buffle ne peut se permettre de souffler. Il y a toujours quelqu'un d'autre au sommet de la pyramide. Quelqu'un qui n'a pas besoin de troupes pour imposer sa pression. Quelqu'un dont la seule présence fait trembler la terre. Bob Jr. ne s'est pas emparé du territoire par une brutalité aveugle comme les Mapogo. Il a maintenu la stabilité grâce à sa propre autorité et à des alliances durables.
Aux côtés de son frère cadet Marley, Bob Jr. a forgé un âge d'or au cœur même du Serengeti. Si l'on suit ses routes migratoires vers le sud, l'histoire se transforme peu à peu. Dans le parc national de la plaine de Liuwa, parmi les prairies inondées de façon saisonnière, une autre légende a existé. Lady Liuwa, la lionne solitaire, liée à l'une des plus grandes migrations d'antilopes d'Afrique. Si le Serengeti est le lieu où les hardes coordonnent leur chasse au rythme de la migration, Liuwa raconte l'histoire inverse, celle d'un individu seul contraint de s'adapter et de survivre au milieu du flux incessant de dizaines de milliers de proies traversant son territoire. La grande migration s'écoule comme une inondation de protéines qui ne s'arrête jamais. Le Serengeti tremble sous les sabots de 100 000 êtres vivants. La nourriture n'est plus une préoccupation. Le chaos devient le nouvel ennemi des rois. Le roi lion demeure au sommet de ce torrent colossal en mouvement. La danse de la mort commence à tourner au rythme des pas des voyageurs. Le gnou bleu, cette créature étrange à tête de bœuf crinière, de cheval et fines pattes d'antilope. Les lionnes déploient leur classique formation en tenaille. L'attaque éclate précisément au point de traverser du puissant fleuve Mara. Leurs mâchoires dotées d'une force de morsure de 1000 livres par pouce carré se referment jusqu'à ce que tout effort de résistance s'éteigne. Le sang chaud jaillit et se mêle aux eaux troubles du fleuve ancestral. Une mort fugace au milieu de la mer de migrants. Le gnou s'effondre, sombrant dans le flux éternel de la vie et de la mort. Mais la migration ne porte pas seulement la couleur grise du désespoir. Elle contient aussi des mirages en noir et blanc, chargés de défis. Le zèbre des plaines, l'adversaire le plus dangereux et le plus agaçant dans le catalogue des proies de taille moyenne du lion. Acculé, il lance son arme fatale, une ruade de 3000 livres par pouce carré. Le lion esquive avec habileté, évitant ces masses mouvantes d'une marge très étroite. Il bondit avec force, plantant ses griffes dans les épaules du zèbre. Son poids dévie complètement la trajectoire de la proie. Le mirage noir et blanc s'éteint dans un nuage de poussière et de sang rouge. La mort triomphe, par une persévérance et une précision implacables. Quand la migration gigantesque s'écoule, le Serengeti n'appartient pas qu'aux géants. À l'ombre des hardes d'1 million de gnous, une créature svelte et agile exécute sa propre danse de survie.
la barre d'énergie de la savane. La cible prioritaire au menu de chaque tueur véloce. La gazelle de Thompson. Les habitants la surnomment Tommy. C'est la deuxième espèce d'antilope la plus commune d'Afrique de l'Est, mais aussi la cible la plus pourchassée. En détectant un lion à l'affût, la Tommy exécute le comportement dit du stotting. Elle bondit verticalement dans les airs, les quatre pattes raides, atteignant près de 2 mètres de hauteur. Si le stotting échoue, commence alors la course contre la mort. La Tommy compte parmi les créatures les plus rapides de la planète, avec une vitesse maximale comprise entre 80 et 90 km par heure. Dans le Serengeti, la gazelle de Thompson suit souvent les hardes de gnous et de zèbres. Une fois que les grandes espèces ont consommé la couche d'herbe longue et rêche, la Tommy, grâce à sa petite bouche flexible, accède à la couche d'herbe courte, jeune et plus riche en protéines qui se trouve en dessous. Ce sont en somme les spécialistes de la taille de la savane. Le festin du Serengeti se poursuit avec des créatures d'une physionomie plus majestueuse, où des lances imposantes affrontent les crocs du monarque. Le Serengeti est le théâtre des poursuites les plus vertigineuses de la planète. Ici, le guépard ne mise pas sur la force du lion pour régner. Son arme est la pureté du mouvement et une vitesse de pointe qui glace le sang. Chaque détail du corps de l'Acinonyx jubatus est un échange cruel contre de la vitesse. Sa colonne vertébrale fonctionne comme un ressort géant qui se comprime et se détend au maximum pour projeter des foulées atteignant 7 mètres. En une seule seconde, il peut effectuer 4 foulées atteignant une vitesse maximale de 110 km par heure. Contrairement aux autres félins, les griffes du guépard ne sont pas complètement rétractiles. Elles agissent comme les crampons d'une chaussure de sport, spécialisée, s'agrippant au sol pour exécuter des virages brusques à haute vitesse. Sa longue queue lourde fait office de gouvernail dynamique, le maintenant en équilibre quand la proie change soudainement de direction. Mais le prix de cette vitesse est un épuisement biologique dévastateur. Après un sprint d'environ 400 mètres, la température corporelle du guépard grimpe jusqu'à 41 degrés Celsius. Il doit se reposer au moins 30 minutes pour se refroidir. Sinon, son cerveau subirait des dommages permanents dus au choc thermique. Bien qu'il soit le tueur véloce par excellence, la tragédie du guépard dans le Serengeti est le vol éhonté des plus forts. Plus de 50% de ses proies lui sont arrachées par des hyènes ou des lions juste après la course.
Il doit souvent manger à toute vitesse, surveillant les environs, avec une vigilance maximale avant que la légion des ombres n'envahisse la scène. Des centaines de milliers de gnous meurent chaque année le long du flux migratoire, ce qui constituerait un désastre environnemental potentiel sans l'intervention des vautours. Ce sont les seuls êtres capables de transformer la mort en vie de manière aussi radicale. La structure biologique du vautour est une merveille d'hygiène naturelle. Sa tête chauve est un design ingénieux, évitant que les bactéries et le sang putride n'adhèrent à ses plumes lorsqu'il plonge dans la carcasse. L'estomac du vautour affiche un pH proche de 0, plus corrosif que l'acide d'une batterie, suffisant pour anéantir les agents pathogènes les plus dangereux. Anthrax, rage-peste. En consommant la charogne, les vautours préviennent l'apparition d'épidémies et leur propagation vers d'autres animaux, y compris les êtres humains. Au banquet de la charogne, chaque espèce de vautour joue un rôle différent. Il travaille de manière systématique, transformant un gnou géant en squelette blanc en moins de 30 minutes. Dans le Serengeti, les vautours ne sont pas de simples charognards lâches. Ce sont les gardiens silencieux du temple veillant à ce que le cycle de la vie reste toujours propre et débarrassé de la souillure de la décomposition. Le cercle de survie du Serengeti se referme des crocs du monarque jusqu'au bec de l'armée de nettoyage.